complémentaire. On passe donc maintenant à l'application en cancérologie de la génétique, plus précisément, et on a la chance, et je remercie beaucoup le professeur Pujol qui nous vient de Montpellier. Il était à Paris hier, de venir avec nous et de nous expliquer la génétique et le cancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire et en pratique, du coup, qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Merci Jean-Loup. Bonne nouvelle, déjà, je vois que j'ai un temps de parole de 45 minutes. Et j'en aurais pas besoin, donc on va gagner un petit peu de temps. Ça tombe bien parce qu'en fait, je voulais que tu aies que 35-40. C'est magnifique. Alors Jean-Loup, pour finir avec ces courtoisies, et pour démarrer, je te remercie de ton invitation. Et je trouve que les propos qui ont été dits sur toi au départ cadrent bien, ils cadrent aussi avec le sujet. C'est-à-dire, tu es un technicien médical, on le voit, tu veux actualiser les connaissances dans un domaine comme celui de la génétique, mais tu gardes l'humain vraiment au centre. Et je crois que c'est ce que doit être aussi la génétique, l'apport de la génétique qu'on va voir dans le cancer, ça doit être ça, c'est un outil, il a été très bien décrit par le docteur Bourgeois, on va voir comment il peut servir à la cause médicale, mais on doit toujours garder à l'esprit l'humain et la personne et le service rendu aux patients. Donc on va essayer déjà de se dédouaner de terminologies médicales nouvelles qui font peut-être un petit peu peur. Comment on passe donc de la notion de dépistage et de prévention, qu'on appelle aussi médecine prédictive, à une autre notion qui est celle de médecine personnalisée. Vous avez peut-être entendu ce terme de médecine personnalisée, qui est en fait la thérapie ciblée. Donc, petit mot d'explication là-dessus, on fait toujours de la médecine. La médecine, c'est défini par l'OMS comme l'ensemble des moyens, des pratiques qui permettent de dépister, de prévenir ou de traiter une maladie. La médecine, ce n'est pas seulement le traitement, c'est aussi le dépistage et la prévention. Donc l'utilisation des caractéristiques génétiques d'une personne ou d'une tumeur, aujourd'hui, ça reste, pour faire du dépistage ou de la prévention, c'est ce qu'on appelle la médecine prédictive, et aussi pour faire du traitement. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée ou encore médecine de précision. Mais vous voyez, ce n'est pas très sorcier, ces choses. Alors, c'est un peu ronflant, dire médecine personnalisée, mais les choses sont très simples. Et quand vous utilisez, quand vous utilisez un médecin, vous prend la tension artérielle au cabinet, il fait de la médecine prédictive. Il utilise un marqueur clinique d'une maladie cardiovasculaire potentielle. Et il va traiter c'est de la médecine prédictive. Il a un marqueur de risque, ou le diabète aussi, il a un marqueur de risque, et il va déployer une stratégie de dépistage ou de prévention. Donc c'est pas si sorcier que ça, en tout cas dans l'utilisation médicale. Et c'est vrai qu'il y a des marchands maintenant un peu de fantasmes et de rêves qui vont vous faire croire que la génétique nous fait... Mais il faut raison garder et voir comment la génétique, c'est le sujet qui m'a été donné, va nous servir pour soigner les patients, soit en dépistage, soit en prévention, soit encore en traitement. Un petit schéma aussi pour réexpliquer cette chose-là. Vous avez, bon, ici une femme, parce que moi je m'occupe beaucoup de cancer du sein, donc je ne peux pas m'empêcher, mais comment on va se servir de la génétique sur le dépistage et la prévention? C'est essentiellement par le biais de la connaissance de formes familiales. Il y a une forte hérédité de cancer du sein, on va le voir, on peut être amené à faire une étude génétique qui permet d'identifier le facteur de risque familial. Et si on a ça, on a un marqueur du risque familial et on va pouvoir déployer le dépistage qu'on connaît bien et que vous connaissez bien, ou la prévention parfois, dans cette famille chez les sujets qui sont réellement à risque. Et la deuxième façon de se servir de cette génétique dans le cancer du sein, c'est différent. Il y a un facteur génétique causal. Peut-être que je peux m'en servir pour avoir une drogue spécifique. C'est ça qu'on appelle la médecine personnalisée ou médecine de précision. C'est-à-dire que le marqueur génétique, qu'il soit héréditaire ou sur la tumeur, me donne une piste thérapeutique. Et ça, on a des exemples qu'on verra. Tout ça, c'est rendu possible par la conjonction de trois choses aujourd'hui assez spéciales.
d'un côté la progression des connaissances, que nous a dit le docteur Bourgeois, parce qu'il a très bien et formidablement bien simplifié tout le savoir qu'il y a derrière et qu'il a. Il y a beaucoup de connaissances en génétique aujourd'hui. C'est très beau les connaissances, mais il faut avoir des outils pour s'en servir. Et on a ce développement des outils pour s'en servir. On a des développements techniques qui permettent, comme des sociétés commerciales, mais aussi dans nos CHU, de faire des analyses génétiques assez poussées. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est qu'on a des thérapies nouvelles, qu'on appelle thérapies ciblées. On a aujourd'hui une centaine de drogues en cancérologie qui ont l'AMM pour des indications très précises. Donc ce n'est pas une illusion, ce n'est pas les thérapies géniques d'il y a 10 ans où on disait peut-être qu'on pourra, on fera. Non, on a aujourd'hui la conjonction de ces trois choses, des connaissances nouvelles, des outils thérapeutiques qu'on peut déployer et des drogues nouvelles. Et donc juste un mot, Pascal. Ouais. Vous remarquez, le mot drogue, c'est malheureusement, on a l'habitude en médecine de dire drogue, c'est le mot drug américain, qui veut dire médicament. Je ne sais pas pourquoi mes confrères ont du mal à utiliser ce mot médicament, mais donc entendez bien, hein, drogue, c'est pas le shoot. Hein. On voit sa préoccupation humaine et se dit peut-être que des personnes vont... Mais drogue, sur le sens étymologique, les drogues en pharmacie, c'est les médicaments. C'est vrai que c'est un anglicisme, mais c'est aussi quand même au sens étymologique une substance chimique qui a des effets médicaux. État des connaissances, ça c'est un petit rappel de génétique. Tous les cancers ont des anomalies génétiques. Soit vous avez ces anomalies génétiques, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous héréditaires, hein, c'est qu'une petite partie des cancers qui sont héréditaires et familiaux, à peu près 10%. Et puis vous avez des anomalies génétiques qui sont acquises certainement par le biais de l'environnement. Il y a des génotoxiques, le tabac, l'alcool, il y en a d'autres, des produits industriels, l'amiante, etc. Ça fait des mutations. Hein. La fumée du tabac, ça fait une mutation sur un gène très connu qui s'appelle P53, qui est un gène clé pour préserver la cellule. Et donc on sait aujourd'hui que ces produits environnementaux vont pouvoir faire des mutations sur des gènes de la cellule qui vont conduire au cancer. Donc vous avez ces deux types d'anomalies génétiques, mais dans tous les cancers, vous retrouvez sur l'analyse génétique des anomalies. Ça a été fait, donc on ne va pas trop s'apesantir là-dessus. Il y a différents... Je n'ai pas déclenché le chronomètre. Je vais le faire quand même. 45 minutes, c'est parti. Non, 35, parce que j'ai plus que 35 minutes. Non, on ira vite, vous verrez. Il y a différents types, ça finalement, ça n'a pas été traité par le docteur Bourgeois, c'est dans son livre, j'en suis sûr. Comment l'ADN peut être lésé de différentes manières. Soit il est cassé en deux, on appelle ça bon, peu importe, on a un jargon pour ça. Soit on a des choses un peu plus subtiles. Le changement de la base qu'on vous a montré tout à l'heure, A, est devenu T ou C. Il y a un changement, comme une faute d'orthographe, sur cet alphabet de la génétique. Et ça, c'est pas bon non plus. Ça peut conduire à ce qu'on appelle la mutation. Hein. C'est un terme qu'on voit souvent quand même. Et puis après, vous avez des anomalies de nombre. Alors là, c'est vraiment soit le gène, soit le chromosome qui est anormal, qui a un nombre anormal. Vous connaissez une de ces pathologies, la trisomie 21. Vous avez 3 chromosomes 21. Je vous dis ça parce que dans le cancer, on observe aussi ces 3 types d'anomalies. Et on les utilise. Et peut-être que des personnes dans la salle ont déjà bénéficié d'une thérapeutique qui a pour but de repérer dans les cancers du sein l'anomalie du nombre d'un chromosome qui s'appelle HER2. HER2, c'est analysé dans tous les cancers du sein de la femme aujourd'hui. Vous voyez que ce n'est pas abstrait ce qu'on dit. Depuis 10 ans, toute femme qui a un cancer du sein, on analyse le gène HER2. Et ce gène HER2, s'il a plusieurs copies, s'il y a des copies anormales, on sait que ça a un rôle dans le cancer. Et qu'est-ce qu'on fait? On a élaboré des thérapeutiques qui contre HER2, ce dont le docteur Bourgeois nous disait tout à l'heure, que c'était le travailleur de la cellule. La protéine HER2, on peut bloquer la protéine HER2, c'est ce qu'on fait avec un médicament qui s'appelle l'herceptine.
Alors je ne vous dis pas pourquoi HER2 fait que la cellule prolifère, peu importe. Mais le fait que HER2 soit amplifié et la protéine trop exprimée fait que la cellule devient cancéreuse et agressive. Donc si vous bloquez ça avec un anticorps, voilà ce qui se passe. Bien sûr, vous n'êtes pas familier avec ça, mais ça veut dire que vous diminuez les récidives de plus de la moitié. Cette histoire. Donc vous sauvez quand même 25% de plus la récidive. Vous diminuez les récidives de ces cancers de plus de la moitié avec cette thérapie ciblée. Donc vous voyez que c'est très efficace, c'est utilisé depuis 10 ans. C'est même aujourd'hui dans le domaine public, cette histoire. Donc ça, c'est pour les anomalies de normes. Mais on va beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, on a pu, avec la technique, rendre des diagnostics très faciles au laboratoire. Ici, vous avez ce qu'on pouvait faire en génétique chromosomique avant, avec ce qu'on appelle un karyotype. Et maintenant, vous avez des puces. De l'autre côté, vous avez un séquençage qui était presque manuel. Et maintenant, vous avez un séquençage automatisé extrêmement rapide. Songez qu'il y a une vingtaine d'années, un peu plus, 30 ans, on a eu un grand projet mondial. Il y avait une vingtaine de pays là-dedans. Et on avait dit on va séquencer le premier génome humain. La France avait un petit bout du chromosome 17, justement. Et on était très contents d'avoir ce petit bout-là. Il a fallu 15 ans pour arriver à séquencer un individu. Et le coût a été de 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le whole genome, qui est le séquençage entier des 3 milliards de paires de bases qu'on nous disait tout à l'heure, contenu dans notre information. Ça, vous pouvez le faire en 24 heures, techniquement. Et pour un coût de 1 000 €, vous faites sur une personne votre génome entier. Donc vous voyez cette progression exponentielle, non plus des connaissances ici, mais des techniques, rend accessible l'information génétique. Ça ne veut pas dire qu'il faut séquencer tout le monde. Et ça, c'est important de le dire et de le redire. Mais ça veut dire que dans une situation pathologique où on a besoin de cette information, elle est à notre portée. Alors, on vient justement avec deux exemples, enfin avec un exemple en fait. On va parler surtout de cancer du sein. Comment ça va nous aider? Alors, les formes familiales du cancer du sein, il y a peut-être aussi des personnes dans la salle qui ont une hérédité, qui peuvent s'en préoccuper. C'est à peu près 10% des cancers du sein. Il y a des situations cliniques qui le font évoquer. Ce n'est pas forcément parce qu'on a une tante qui a eu un cancer du sein qu'on est dans un tel cas. Mais on a quand même une situation beaucoup plus suggestive d'une situation où vous avez de nombreux cas ou des choses particulières. Et on peut rentrer dans ces 10 à 15% de formes familiales où il y a un gène qui est derrière et qui prédispose. Là aussi, les connaissances évoluent. On a BRCA1, on a BRCA2, on a d'autres gènes plus rares. On a des gènes qui sont découverts. Le plus récent, c'est juillet 2014, avec un gène qui s'appelle PALB2, qui est responsable d'une forte hérédité. Il y en a beaucoup encore à découvrir derrière. Les connaissances progressent. Les connaissances progressent tellement qu'on a maintenant des photos de cartographie génétique. Ici, vous avez pour le cancer du côlon. Vous voyez qu'on a dénombré quand même un certain nombre de ces formes familiales du côlon. Et là, c'est une autre chose, c'est tous les cancers du côlon, du poumon aujourd'hui, font l'objet d'une analyse génétique. Parce qu'on a des thérapies ciblées derrière. Donc quand on a un cancer du poumon, on regarde s'il y a telle ou telle anomalie génétique, parce que derrière, on a tel ou tel traitement. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans une application clinique au quotidien de ces informations génétiques. Je vais passer là-dessus parce que c'est un peu barbant. Une autre application médicale importante, c'est plus le gène lui-même, c'est le produit des gènes. Parce que derrière le gène, il y a une machinerie dans la cellule qui va faire des protéines, qui va faire ce qu'on appelle des messagers. Entre le gène et la protéine, vous avez un intermédiaire qui s'appelle le messager. Bref, vous pouvez analyser tout ça et avoir des informations médicales très importantes. Je ne peux pas m'empêcher de vous livrer celles-là, que Jean-Loup connaît bien, et qui viennent d'avoir un développement récent, il y a un mois. Au début, on s'est dit, tiens, cette information de bien connaître ce qui se passe dans la cellule, elle va nous servir
à mieux catégoriser les cancers du sein ou les autres cancers. Mais là, je parle beaucoup de cancer du sein. Donc, ah oui, ça s'allume, ça. Et on a pu faire 4 ou 5 grands groupes de cancers du sein. Et puis après, on s'est dit, ce qui est quand même intéressant dans l'avancée aujourd'hui de l'oncologie, c'est de dire qui a réellement besoin d'une chimiothérapie. Parce que vous savez que le traitement chimiothérapique, malheureusement, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, domine encore assez largement les thérapeutiques du cancer. Et on le fait parce que ça marche, évidemment. Mais ça marche avec un prix très fort. Ce prix, vous le connaissez, c'est quand même des effets secondaires très importants. Regardez cette diapositive. Je sais que vous n'êtes peut-être pas forcément familiarisé avec ces courbes. Ces courbes, c'est, après le cancer du sein qui arrive ici, la probabilité de survivre en tout cas sans récidive. Et vous voyez que malheureusement, un certain nombre de femmes auront des récidives. Ici, 15%. Alors malheureusement, ce qu'on ne voit pas bien apparaître sur cette diapositive, c'est que la chimiothérapie vous fait gagner en gros 5%. Quand vous donnez de la chimiothérapie, dans cette étude, 5% des femmes qui devaient récidiver ne récidivent pas. D'accord ? Ça veut dire que le bénéfice, c'est pour ces 5%. Ce qui est un peu embêtant, c'est que vous avez 15% des femmes qui vont quand même récidiver, malgré la chimiothérapie. Donc elles n'avaient pas besoin de la chimiothérapie. Elles ont récidivé malgré la chimiothérapie. Elles avaient besoin d'autre chose. C'est ce qu'on appelle des facteurs prédictifs qui pourraient nous aider. C'est de dire, voilà, il y a une probabilité de récidive, mais ce n'est pas forcément la chimiothérapie qui est le meilleur médicament, c'est un autre. Et regardez autre chose dans ce diagramme, c'est que 80% des femmes n'auraient pas récidivé sans la chimiothérapie. Ici, on a comparé la chimio ou pas la chimio. 80% des femmes, avec la chimio ou sans chimio, n'auraient pas récidivé. Donc la chimio est inutile chez ces femmes. Et là, c'est très important comme enjeu. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore très à l'aise. Mais il nous faut absolument des marqueurs pour éviter la chimiothérapie à des femmes qui n'en ont pas besoin. Donc voilà la problématique actuelle. Et se sont développées dans les dernières décennies justement l'idée que la génomique pouvait nous aider en ce sens. Je vous cite la signature qui, à mon sens, est la plus avancée au niveau des validations. Elle montre quoi? Que dans des situations particulières où Jean-Loup et moi-même sommes confrontés à des dilemmes. Pourquoi? Parce que pour une patiente donnée, on n'est pas sûr que dans l'état des connaissances actuelles, elles vont bénéficier ou pas de la chimiothérapie. Alors on discute pendant des heures sur tous les marqueurs, sur les conditions de cette patiente, son souhait, etc., pour savoir si oui ou non on retient la chimiothérapie. On en est là dans certaines RCP, dans des situations particulières. On ne sait pas si le bénéfice est bon ou pas. Regardez ces situations où on a donné à différentes RCP, c'est des réunions de plusieurs médecins qui vont statuer sur des dossiers difficiles. Donc on a donné ces cas cliniques en France, un certain nombre de ces RCP. Et vous voyez que pour ces mêmes situations cliniques, c'est partagé. La moitié des RCP font une chimiothérapie, l'autre moitié n'en font pas. Si vous utilisez, et c'est pas pareil quand même d'être dans son salon, bon d'accord, le salon il n'est pas terrible sur la diapo, je vais le changer. Les goûts sont douteux. Mais vous reconnaissez, pour ceux qui ont fait une chambre de chimiothérapie, la décoration de nos hôpitaux, à part le centre ressources, bien entendu. Le challenge, c'est ça. Donc, cet outil génomique, là, qui s'appelle Oncotype, il permet quoi? Il permet de reclasser. C'est-à-dire, il permet de dire, on ne sait pas, ce marqueur pronostic nous dit que, en fait, on n'a pas besoin de chimiothérapie. Donc, vous reclassez votre camembert des 100%. Sur les 50% qui n'en avaient pas besoin, il en reste encore un petit pourcentage. On ne reclasse pas tout, mais vous en avez enlevé un certain nombre qui iront dans le salon.
Sur les femmes qui devaient avoir la chimiothérapie, les 50, vous allez en garder un certain nombre. Mais de nouveau, il y en a qui vont aller dans le salon. Donc on a absolument besoin de ces outils prédictifs. Et aujourd'hui, les tutelles sont de nouveau saisies de l'utilité médicale de ces outils génomiques. Parce que là, vous avez un papier en septembre, New England Journal of Medicine, c'est notre Bible. C'est la revue de médecine la plus regardée et la plus cotée en médecine. 99% des femmes qui avaient un bon marqueur pronostic n'ont pas récidivé. Donc on ne va pas faire la chimiothérapie pour 1% quand on sait que 8 fois sur 10, elle ne sert pas. Hein. Donc ça, c'est très important comme idée aussi de l'utilisation de la génétique. Ce n'est pas seulement des choses très compliquées, c'est des choses de l'apport aux soins courants. On va finir sur un exemple qui est celui de BRCA1, s'il y en a encore 10 minutes. Hein. Jean-Loup. Donc, on va reprendre BRCA1 pour illustrer notre propos. Comment on est parti de la médecine prédictive, du dépistage, à la médecine dite personnalisée. Le dépistage, si vous avez une mutation BRCA1 ou BRCA2, donc un risque très fort, on va s'en servir chez les apparentés. Est-ce que votre sœur est porteuse ou pas? Si elle n'est pas porteuse, bien sûr, tant mieux, on peut la rassurer. Si elle est porteuse, on ne va pas beaucoup plus l'inquiéter parce qu'elle sait déjà dans l'histoire familiale qu'il y a un risque familial. Par contre, on va être en mesure de lui donner une prise en charge qui va améliorer grandement sa sécurité. Ça commence par le dépistage. Et le dépistage, il ne faut pas faire la mammographie à 30 ou 40 ans. Hier, j'étais à l'Institut du cancer. On va remettre dans les recommandations. L'examen clé, c'est l'IRM chez ces femmes qui ont un risque génétique. Parce qu'entre 30 et 40, vous ne voyez rien, la mammographie. C'est très mauvais comme examen de dépistage. Donc avant, alors je ne dis pas qu'il faut le faire à tout le monde, l'IRM, mais dans la population des femmes jeunes avec une mutation BRCA, il faut absolument faire l'IRM. Vous voyez que la sensibilité est plus de 2 fois supérieure. Vous avez à gauche la mammographie, et ici la détection par IRM, 3 grandes études. Donc numéro 1, j'ai des conséquences en dépistage. L'autre conséquence, c'est la prévention. Et cette prévention, c'est le risque ovarien. Parce que ce qui va de pair, comme nous l'a dit le docteur Bourgeois, avec le risque de cancer du sein dans BRCA1, c'est une double mauvaise nouvelle. Vous avez un risque de cancer du sein, mais en plus, vous avez un risque de cancer de l'ovaire. Et ce risque est très fort en termes de santé publique. J'ai appris ce matin qu'il ne fallait pas dire impacté. Impacté, c'est un anglicisme. Il faut dire, c'est mauvais. Donc, on a un risque de cancer de l'ovaire qui est d'environ 30%, mais qui va traduire un risque vital de 20%. 20% des femmes vont décéder d'un cancer de l'ovaire. Donc c'est super important d'agir là-dessus. Et on peut agir là-dessus par une prévention qui malheureusement aujourd'hui est chirurgicale, mais qui heureusement se fait entre 40 et 50 ans, parce que le risque n'apparaît pas avant, et donc va laisser quand même à la femme toute la liberté d'avoir sa vie familiale. Mais ce geste est extrêmement important parce que, regardez, le gain que vous avez de survie, le geste d'ablation des ovaires après 40 ans, fait un gain de survie de 21%. Il n'y en a aucune thérapeutique en cancérologie qui fait ça. La chimiothérapie, c'est des gains de 5 à 10. Là, le geste de retirer les ovaires un peu avant la ménopause fait un gain de survie de 20% chez ces femmes. Ok, on étudie aujourd'hui la prévention, c'est-à-dire qu'on aimerait aller plus loin et donner un médicament qui pourrait prévenir le risque. On n'en est pas là, mais presque. Là aussi, on a des recommandations qui vont paraître. Dernier point sur BRCA1. Là, on était dépistage, prévention. Comment on passe sur le plan thérapeutique? On passe sur le plan thérapeutique par plusieurs entrées, figurez-vous. D'une part, on se rend compte que les chimiothérapies, les médicaments pour la chimiothérapie, et pas les drogues, ont une sensibilité différente suivant le patrimoine génétique que vous avez. Si vous avez une mutation BRCA1, vous serez plus sensible au sel de platine, donc à une drogue plutôt qu'à une autre. Ça, c'est une phase 3, donc une phase, quelque chose d'assez valide pour nous sur le plan clinique. Ah, bon, il y a des trucs qui ont, c'est pas grave, qui ont sauté. La même chose, vous pouvez utiliser votre information BRCA sur le pronostic.
si vous avez une mutation BRCA, contrairement à ce qu'on pensait au départ, le cancer est de meilleur pronostic. Dans l'ovaire, le pronostic est meilleur, justement parce que vous avez une sensibilité particulière à des drogues. Donc vous voyez, c'est une information qui peut servir au-delà. Et le dernier maillon de la chaîne, c'est la thérapeutique. Donc je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que c'est trop compliqué. Mais croyez-moi, on a pu développer dans les situations BRCA une thérapie ciblée. Comme on l'avait vu tout à l'heure avec l'herceptine, quand vous avez une mutation BRCA, on a pu trouver le tendon d'Achille de cette cellule qui avait une mutation et développer un médicament. Et ce médicament marche redoutablement bien, redoutablement pour le cancer. Vous voyez les différences de survie apportées aujourd'hui par un médicament qui s'appelle l'olaparib dans le cancer de l'ovaire. Vous voyez la signification apportée par ce médicament. Hein, il n'y a pas photo. Hein. Et donc ce médicament, songez à l'AMM depuis 4 mois en France, au prix de 6 800 € par mois à vie. Hein, vous imaginez, pour que la sécurité sociale rembourse ce médicament, l'efficacité qu'il faut qu'on ait objectivement. Hein. Donc vous voyez qu'on avance actuellement, on avancera plus tard. Il faut se méfier de la génétique, des fantasmes, des fins commerciales, des fins ce qu'on veut, mais c'est dans le soin aujourd'hui. Il faut se réjouir, je pense, des thérapeutiques nouvelles qu'on a. Donc, il y a du développement en cours. On va certainement vers une médecine personnalisée. L'oncogénétique, on l'a pris par le sein, parce que je suis un peu monomaniaque, mais vous avez beaucoup d'organes, le poumon, le côlon, le mélanome, tous ces organes font l'objet d'analyses génétiques systématiques hein, aujourd'hui. Et vous voyez que cette génétique augmente beaucoup et augmentera dans l'utilisation qu'on a dans les consultations. Ça, on va en faire grâce puisqu'on n'a pas trop les questionnaires, c'était un peu pour permettre de répondre aux questions. Donc je vais simplement conclure pour bien respecter le temps. Il y a 3 messages. Le premier, c'est que les tests augmentent, bien sûr, en pratique, dans leur utilisation médicale. Ils augmentent pour les situations familiales à risque. Ils augmentent tout simplement pour la prise en charge des cancers dits somatiques, où il n'y a pas de prédisposition génétique, des cancers tout venant. Ils augmentent aussi par l'utilisation qu'on va avoir des signatures qui se font. Les signatures, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour les marqueurs pronostiques. Est-ce que ma tumeur est grave? Parce qu'on est limité aujourd'hui. Hein. C'est ça qu'il faut savoir. On est limité. On a bien sûr des connaissances. On sait qu'une tumeur plus grosse a un plus mauvais pronostic. On sait qu'une tumeur avec un envahissement ganglionnaire a un plus mauvais pronostic. Mais ce n'est pas du 100%. Vous avez beaucoup de tumeurs grosses avec un envahissement ganglionnaire qui ne vont pas récidiver. Il nous manque des marqueurs beaucoup plus fins du pronostic aujourd'hui. Et ça, c'est un des enjeux de cette génomique. Donc, on change un peu de paradigme. C'est-à-dire que la génétique, c'est plus un truc, on fait du dépistage, des trucs compliqués, les boucles de cristal, je ne sais pas quoi. C'est du soin courant et on va vers une médecine. Et donc, il va nous falloir quand même des plateaux techniques. Il va falloir que techniquement on se dote, c'est le cas, mais moi, je suis dans une institution publique où on trouve que ça traîne un peu et qu'on prend un peu de retard aujourd'hui. Parce que, par exemple, pour le DPNI qui vient d'être mentionné, c'est-à-dire le diagnostic prénatal non invasif, il n'est pas normal aujourd'hui qu'on ait recours à l'amniosynthèse pour faire un diagnostic génétique de la trisomie 21 qu'on fait dans le sang par une prise de sang à la 10e semaine. Ça, c'est pas normal, il y a un peu de retard. Alors, on peut discuter des aspects techniques, mais ils sont quasiment résolus. Il y a une offre privée aujourd'hui de ces tests. Hein. Et donc, je crois qu'on a un peu de retard, qu'il va falloir quand même que nos tutelles aillent un peu plus vite en réactivité. Le dernier élément, c'est qu'il faut garder une réflexion éthique. Elle est cruciale. Hein. Mais il faut faire confiance quand même au progrès humain. Autrement, il faut arrêter. Et pourquoi pas repartir dans les cavernes, etc. Pourquoi pas. Mais il faut faire confiance au développement technique. Le problème avec la génétique, c'est qu'il y a du fantasme. Mais enfin, on a quand même en médecine, il me semble, des garde-fous. On en a. Il faut maintenir, peut-être augmenter cette réflexion éthique, la mettre en transversalité
je pense, dans les conférences, et ça Jean-Loup, il prend en cœur, et nous aussi, je ne peux pas m'empêcher de mentionner le congrès de la Société française de médecine personnalisée qu'on réalise à 2 pas d'ici, à Montpellier au mois de juin, où on met certes de l'oncologie, de la génétique, mais on a toujours une réflexion éthique. L'an dernier, c'était Jean-François Mattei. Cette année, on a Luc Ferry, on a Pierre Lecoz, on a des gens qui sont des penseurs et qui viennent accompagner le développement technique et humain de cet aspect éthique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je voulais surtout pas... Pascal Pujol est un leader en France, et je voulais surtout pas que vous le preniez pour un dealer. Je vais appuyer sur des choses que tu as dit pour entrer, vraiment pour montrer que, voilà, je suis content que tu étais un peu militant. Je sais que tu n'es pas bien placé pour ça, parce que tu es professeur d'université et que tu as des responsabilités et ta parole doit être mesurée. J'ai l'avantage d'être président d'une association d'usagers de santé, et donc je vais pouvoir aller un peu plus loin sans être agressif, c'est pas le but, mais montrer que oui, il y a besoin quand même de bouger les choses. Tu as parlé de tests privés, eh bien, je vais en parler aussi de 2 tests privés, et mon but c'est pas de faire la publicité de 2 tests, c'est de dire qu'on a des tests disponibles aujourd'hui qui malheureusement ne sont pas disponibles sous le prétexte du privé. Mais bon, c'est à l'État de faire en sorte que ce soit disponible pour tous de façon remboursée. Hop. Et donc, tu as dit, effectivement, dans la pratique, et ça, c'est quand même au monde, le seul pays au monde qui fait cela, dans le cancer du poumon. Je sais que des personnes comme Fabrice Barlési, qui était venu, le professeur Barlési, qui était venu l'an dernier au colloque, l'avait dit, on est le seul pays au monde qui fait ce type d'analyse génomique dans les cancers du poumon, qui permettent vraiment de beaucoup mieux cibler les traitements pour comprendre. Ici, cette mutation qui est peu fréquente, si vous donnez le crizotinib, qui est un médicament, à tout le monde, eh ben c'est 2-3% de chance que ça marche. Pourquoi? Parce que ça ne marchera que chez ces gens, les gens qui ont une maladie, et ce n'est pas la mutation dans leur corps, c'est la mutation de la maladie. On parle de mutation de la maladie. Eh bien, c'est 3% des cas. Donc si vous donnez ce médicament à tout le monde, c'est une erreur. Si vous donnez chez ceux qui ont cette mutation, c'est formidable, c'est plus de 80% de taux de réponse. Et c'est des médicaments qui ne sont pas anodins, mais qui ont beaucoup moins d'effets secondaires que la chimiothérapie. Voilà. Et c'est aussi une bonne explication, comprendre que les médicaments ou une plante ou n'importe quoi, vous le donnez à tout le monde en disant c'est le médicament miracle. Et ça, ceci nous permet de comprendre que non. C'est bien de donner peut-être, je ne sais pas moi, l'aloe arborescence du Brésil, ça marche. Sur le nombre de gens touchés avec un cancer, vous aurez des miracles. Parce que vous aurez peut-être touché la personne qui a. Et si témoigne sur Internet, vu le nombre de millions de gens dans le monde, vous aurez beaucoup de témoignages sur Internet. Mais ne faites pas des généralités. En médecine, on s'en rend compte, on ne peut pas faire des généralités et on va de plus en plus faire aider à choisir les médicaments. C'est une aide à la décision. Et le seul pays au monde qui rembourse ces tests, c'est la France aujourd'hui. C'est envié par tous les pays du monde. L'objectif, c'est d'analyser cette cellule et de voir quelle est sa machinerie, le génie, la malignité de cette cellule qui, tiens, cette voie-là est exacerbée. C'est par exemple, ben voilà, je bouffe du pétrole, et ben on va lui couper son pétrole. Bien sûr, si ça ne dépend pas que de ça, elle va échapper au traitement, elle utilisera une autre voie par la suite, et bon, pendant un temps, on peut la bloquer, prendre le temps de trouver un autre médicament pour la suite. Ça, c'est les thérapies ciblées, et donc on va chercher quelle est la bonne cible. Ça, c'est les récepteurs à la surface, la membrane, le cytoplasme, le noyau. On pourra agir sur le récepteur à l'extérieur, on pourra agir sur les signaux de transmission, voire même, pourquoi pas, à l'intérieur même de l'ADN. Et donc, 2 exemples en pratique, accessibles dès aujourd'hui, mais malheureusement, et c'est vrai, pas pris en charge par notre système de santé. C'est pour montrer que c'est des tests qui ne sont pas sur la génétique
de nos cellules que nous portons depuis la naissance, les cellules somatiques. C'est l'analyse de la génétique de la maladie, puisqu'elle a des mutations. Ce test, il y a des tests qui analysent beaucoup plus que ça, 400 gènes, mais ça ne nous dit pas forcément des informations. C'est bien beau de chercher des mutations, il faut avoir une réponse derrière. C'est l'analyse de 65 gènes intéressant parce qu'aujourd'hui, sur ces 65 gènes, à chaque fois, il y a une réponse possible, une voie thérapeutique proposée, disponible là, en 2015. Exemple, je vois cette dame qui a un cancer de l'ovaire depuis 8 ans. Enfin, depuis 25 ans, hein, mais qui récidive depuis 8 ans, des chimiothérapies, des chimios et des chimios. On a testé les essais thérapeutiques. Elle est éligible à rien parce qu'elle a fait tellement d'années de chimiothérapie qu'elle n'a aucun critère dans aucune étude. On a pourtant envoyé à Paris, à Gustave Roussy, partout on l'a envoyé, à Thonon, à Pompidou. Elle a failli rentrer dans les essais, à chaque fois il manquait quelque chose. L'immunothérapie, c'est pas pour elle. Bon. On a fait ce test-là, et qu'est-ce qu'on voit apparaître dans ce test? Tiens, elle a une immunité qui est pas mal. Ben, ça pourrait être une piste l'immunité, mais malheureusement on n'a pas de médicament pour elle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit ici? Cette voie PERK, c'est là, ici, dans la cellule, quand la signalisation arrive, cette voie-là est exacerbée. Il y a une signalisation. Allez, je bouffe par exemple du gaz, j'adore ça. Et donc nous, on va mettre un médicament qui bloque le gaz. Ça passe plus. Ou qui rend le gaz ininflammable. Et donc là, on a une piste thérapeutique intéressante. Quand on regarde sur les médicaments approuvés, malheureusement, en fait, c'est que des chimiothérapies. Hein. C'est d'après les tests ici, le test me dit que 3 chimiothérapies seraient intéressantes. Bon, ça, je le savais, mais ça m'a permis de mieux m'assurer que ce que je faisais était bien. C'est approuvé pour d'autres, mais malheureusement, chez elle, aucun médicament n'est interdit, aucun médicament n'est dangereux a priori pour elle, mais malheureusement, il y en a un seul que je peux lui proposer, puisque ça fait 8 ans que je la traite. Rien n'est nouveau ici. Par contre, ça, c'est utilisé dans le mélanome. Et malheureusement, la logique de nos institutions, encore aujourd'hui, c'est de raisonner par organe, alors même qu'on vient nous montrer que on s'en fout que ce soit un cancer du sein ou du poumon ou du mélanome, quelle est sa biologie intime, on va traiter en fonction de ça. En sachant qu'il y a des variations, c'est vrai, en fonction de l'endroit où ça se situe dans le corps. Voilà. Et la bonne nouvelle que j'ai eue hier, mais qui n'est pas une assurance encore, c'est que j'ai appelé un laboratoire qui a ce médicament, qui a l'autorisation de mise sur le marché, mais comme le prix n'est pas fixé, ça n'est pas disponible. Et l'assurance maladie va mettre des mois, le plus longtemps possible, pour décider du prix, parce que ce n'est pas eux qui sont malades. Et donc, on s'est retourné vers, ils nous ont renvoyé le laboratoire vers un concurrent, entre guillemets, mais vous voyez qu'ils collaborent en fait entre eux, pour me dire, lui, son médicament, il est moins avancé que nous, il est en autorisation temporaire d'utilisation dans le mélanome. Eh bien, pour l'instant, ça a l'air de marcher. Je vais pouvoir déposer, le laboratoire est d'accord, déposer une demande d'autorisation à l'agence du médicament. Est-ce qu'on peut traiter ma patiente qui a 65 ans, qui vit bien, ça fait 8 ans qu'elle se bat, elle a envie de vivre, et donc je vous demande d'autoriser ce médicament qui est autorisé dans le mélanome. J'ai une preuve que ça peut marcher. Voilà. J'espère qu'ils nous entendront. On a un espoir donc, pour cette dame, donc c'est cette voie-là et un médicament peut-être. Deuxième exemple, j'ai une jeune dame qui avait un cancer du sein triple négatif. On a l'habitude de penser que les sels de platine, ce sont des chimiothérapies qui ont des toxicités plus ou moins importantes, mais qui peuvent être gênantes. Ouais, moi, j'ai eu des résultats fantastiques des fois avec la chimiothérapie dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que ça va attaquer l'ADN, et on vous a dit tout à l'heure que les BRCA1, c'est une mutation de l'ADN qui est très altérée, il se répare mal. Eh bien, autant appuyer là où ça fait mal, puisque tu as beaucoup de lésions d'ADN. Moi, je vais t'envoyer une chimio qui casse l'ADN encore plus, et à un moment où ça s'écroule. Et bien, malheureusement, elle, je regarde, la génétique de sa maladie, il n'y a pas de mutation BRCA2 au niveau de ses cellules cancéreuses, parce que je savais très bien qu'elle n'avait pas cela au niveau de ses cellules germinales. Elle ne le transmettait pas à ses enfants. Mais la cellule cancéreuse n'a pas cette mutation non plus. Et pire que ça, elle a cette expression de ce gène qui la rend presque inaccessible aux sels de platine. Elle a le matériel pour réparer. La chimio arrive, je la casse en deux. Elle a un seuil de bouclier de protection. Ben voilà, je n'ai pas utilisé une chimiothérapie pour rien, j'ai pu guider ma thérapeutique, ne pas lui faire ceci,
et guidé par d'autres éléments, me rendre compte que les taxanes, le taxol, le taxotère, c'était parfaitement indiqué dans son cas. Voilà, et par exemple le 5FU, aucun intérêt, la cellule tumorale a le matériel pour éliminer ce médicament. Ce n'est pas la peine de lui faire. Une façon de mieux guider les traitements, c'est une patiente qui a un cancer du sein métastatique et pour qui on veut évidemment de l'efficacité, une qualité de vie. Deuxième autre axe, là je parlais donc d'un test pour les gens qui sont en maladie et qui sont des fois en situation d'impasse thérapeutique. On lance ce test, ça vous donne des idées, comme je l'ai montré pour cette dame qui a un cancer de l'ovaire. Et deuxième piste, c'est celle que tu as citée, donc au type. Je vais en parler juste sur l'aspect plus pratique. Comment ça se met en œuvre? On nous dit que ce n'est pas disponible en France. C'est disponible en France. Tout le monde peut l'avoir, mais il faut payer 3 180 €. Comment rendre ça disponible? On va voir. Après un cancer du sein, mais ceci se développe dans le cancer du côlon, dans le cancer de prostate. C'est des questions, est-ce qu'il faut traiter? Est-ce qu'il faut opérer? Est-ce qu'il faut faire une chimio? Là, la question dans le cancer du sein, c'est, quand le cancer du sein vient d'être opéré, est-ce que je vais récidiver? Et puis deuxièmement, c'est bien beau de me dire, vous allez récidiver, il faut faire une chimio. Oui, mais est-ce que la chimio va apporter quelque chose? On vient de vous dire que dans certaines situations, et là c'est pour 20 000 femmes par an en France, ça représente un nombre important, faire une chimiothérapie à l'aveugle pour protéger, c'est faire une chimiothérapie pour rien à 95% des femmes. Il n'y en a que 5% qui en bénéficient. Donc on utilise pour l'instant des critères jusqu'à présent, jusqu'en 2015 en France, mais aux États-Unis, on va voir, le test est utilisé depuis des années. On utilise ces tests-là pour l'instant pour dire voilà le cancer, voilà il est grave, pas grave, et dire il faut faire une chimiothérapie. Ce test-là analyse des gènes de la maladie, il analyse des séquences de gènes, beaucoup plus. Nous, par exemple, dans nos tests habituels, on fait Ki67, c'est tout. Là, vous voyez, il y en a 5 qui partent de la prolifération. Intéressant, on va beaucoup plus loin. Et en faisant ça, on est beaucoup plus précis. Alors, dans nos réunions de concertation, on discute d'un cas et on dit, voilà, il y a des situations où, attendez, il y a au moins 30% de risque de récidive, il faut faire une chimiothérapie, on va dire, on ne discute pas. En tout cas, pour nous, médecins, on dit, il faut faire, après la patiente choisit. Et puis, il y a toutes ces situations où il y a 10-15% de risque de récidive, et comme on l'a dit, on fait une chimiothérapie parce qu'on trouve ce risque est assez important. On a 5% de chance d'être efficace. Bon, mais malheureusement, évidemment, comme on l'a dit, on va, dans certains cas, n'apporter aucun bénéfice, et même une toxicité aux patientes. Un bénéfice avec toxicité ou un bénéfice sans toxicité pour 5% des patientes. Et pour certaines, ce sera une épreuve, mais elles vont s'en remettre bien, sans séquelles. Est-ce qu'on peut faire mieux? Effectivement, comme l'a montré le professeur Pujol, regardez les courbes quand on fait le test et qu'on mesure, qu'on séquence, on analyse le risque en bas risque, moyen risque, risque fort. Voilà ce qu'on voit comme différence. Ces patientes qui étaient a priori à même risque, tout d'un coup on sépare les choses. Celles-ci, elles n'ont que 6% de risque, celles-ci 14%, celles-ci 30%. Ah, peut-être qu'il faut traiter du coup différemment. On ne parle pas des mêmes patientes, pourtant elles ont les mêmes critères habituels cliniques. Mais quand on analyse, on se rend compte que voilà. Là, c'est des patientes qui ont un faible risque, je ne leur fais pas de chimio. Franchement, quelle différence de faire une chimio ou pas de chimio? Ça ne change pas. Celles qui sont à risque intermédiaire, je leur fais une chimio ou pas de chimio. Peut-être ça change un peu, le trait plein par rapport aux autres, mais bon, c'est pas énorme. Par contre, celles qui ont un risque élevé, enfin qui ont un score de haut risque, regardez, on passe de là à là en faisant la chimio. Donc s'il vous plaît, quand on me dit la chimiothérapie ne marche pas, ça marche. C'est juste qu'il faudrait la donner aux bonnes personnes, au bon moment, aux bonnes doses. Ça marche. Et c'est sûr que je comprends qu'on crie, parce qu'effectivement on donne à tout le monde, alors qu'on met tout le monde dans le même panier, alors qu'il y en a qui sont là, qui en ont besoin, il y en a qui sont là, qui n'en ont pas besoin. Il y en a qui sont là, qui disent je ne veux pas de chimio parce qu'ils en ont marre qu'on en donne à tout le monde pour rien. Et madame, je vous fais le test, franchement, faites la chimio, je vous en supplie, parce que vraiment, elle vous apportera quelque chose. Quand on fait le test, on a un résultat qui nous dit tiens, vous avez un score à 10, voilà votre niveau de risque, 6%. Si je fais le test à quelqu'un qui finalement, je lui dis non, vous avez un score qui est à 35, waouh, on a quand même 25% de risque.
En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on est sûr que la chimiothérapie va apporter un bénéfice, va réduire ce risque. Toutes les sociétés savantes au monde ont validé ce test, sauf la France. Saint-Gallen, congrégation internationale, les oncologues européens, les oncologues internationaux regroupés au niveau des États-Unis à l'ASCO, le National Cancer Institute américain, le NICE, c'est les Anglais. Plein de tests se développent, donc on n'est pas là pour dire on est pour lui, c'est tout. Non, on est en train de dire que malheureusement, il y a ce test-là qui est validé, qui a le plus haut niveau de preuve, et il y en a plein d'autres qui se développent, tant mieux, mais qui ne sont pas encore pris. Publication d'hier. Vous voyez que je suis au courant. Hein. D'hier. New England Journal of Medicine, c'est la suite de ce que tu as parlé, sous une autre forme qui nous dit que si les femmes ont fait ce test, alors qu'on leur disait qu'il faut faire une chimio, qu'elles ont un score qui est inférieur à 10 au niveau du test Oncotype, elles ont 94% de chances de ne pas récidiver à 5 ans. 99% de chances de ne pas récidiver sous une forme métastatique. À quoi sert une chimiothérapie alors qu'on sait très bien que la chimiothérapie, c'est pour prévenir les récidives précoces, celles des premières années. Personne n'en parle, aucun journal. C'était sorti fin septembre au Congrès européen. Est-ce qu'on aime nos femmes ou on ne les aime pas? On pourrait éviter, regardez, on a rendu le test disponible à ressources grâce à un processus qui le rend gratuit. On permet d'avoir ce test gratuitement. Ce n'est pas nous qui faisons le test à ressources. C'est les médecins, les cancérologues d'ici, vous voyez, de la France entière, qui nous adressent une demande. Est-ce que vous pouvez rendre gratuit le test pour ma patiente? Elle remplit les critères. Eh bien, OK, nous, on ne fait que signer. OK, on rend le test gratuit. On a fait une convention avec le laboratoire. Super. Et donc, quand on regarde sur les 189 femmes qui ont fait le test, les 189 premières, on a analysé, eh bien, il y avait une chimiothérapie prévue. Après le test, seulement 20% font une chimiothérapie. Hein, je vous ai dit que 95% normalement font une chimiothérapie pour rien. Grâce au test, on n'est pas encore parfait. On est à 80% qui ne font pas une chimiothérapie. Hein, on est descendu ce chiffre de 95% de chimiothérapie pour rien à 20%. Dans ces 20%, il y en a qui méritent d'avoir une chimio, on est bien d'accord, hein, réellement. Voilà, on est donc plus que fiers à ressources. Ça fait partie de notre mission. C'est une barrière sociale, ce n'est pas une barrière médicale. C'est une barrière sociale. Le test n'est pas remboursé. On le rend accessible à tous. Je vous rappelle que le centre, il est accessible à tous puisqu'il n'y a pas de conditions financières en venant à ressources. On participe financièrement si on peut, si on veut. On accueille les hommes, les femmes, les enfants. L'entourage, c'est important. Et donc, ça fait 4 ans qu'on existe. On est content et heureux d'avoir semé un petit bébé à ressources, à Montélimar. On espère fortement une naissance. On prévoit une naissance début 2016 à Montauban. Et lundi, je vois des gens des Pyrénées, voilà, pour un projet. Donc, on a besoin de vous pour faire naître ça, pour faire renforcer ça, pour faire connaître. Nous, notre parole et notre force, c'est les patients. Notre force, c'est qu'on rend service. Et donc, on a besoin de vous. Hein. C'est vous, c'est 90% de notre budget à ressources. Il y a quand même 14 000 € de loyer. Hein. Eh bien, c'est grâce aux dons des gens. 90%, c'est les dons des gens, des entreprises et autres. Donc, on compte sur vous pour être nombreux au stand de ressources, nombreux pour acheter les livres. Je les dédicacerai à midi et cet après-midi. Et je vous remercie encore beaucoup d'être... On est nombreux là, et vous allez pouvoir transmettre tout ça autour de vous. Merci.